VOA Afrique. Bienvenue à Washington Forum. Changement de décor cette semaine. Nous sommes en direct depuis notre studio de New York qui accueille comme chaque année l'Assemblée générale des Nations unies. L'image forte de la semaine à l'ONU, le président américain Barack Obama croisant son homologue russe Vladimir Poutine. Quelques jours avant, c'était le premier discours du pape François à cette grand-messe annuelle. Mais quid de l'Afrique alors que les crises n'en finissent pas? Décryptage. Washington Forum. Ravi de vous retrouver et mille merci pour votre fidélité à la VOA. Un peu plus tard dans Washington Forum, nous parlerons de la prochaine tournée papale en Afrique après son périple aux États-Unis. Mais avec nos invités dans quelques minutes, nous aborderons les thèmes qui dominent la 70e Assemblée générale des Nations unies. D'emblée, cap sur le siège de l'ONU où nous attend Tatiana Mosso. Tatiana, qu'est-ce qui a polarisé l'attention ce jeudi ? Alors effectivement, c'est la clôture ce jeudi, clôture de 3 jours de travail intense où les leaders du monde étaient réunis. Je vous propose de revenir en images justement sur les moments forts de cette 70e Assemblée générale. New York a vécu au rythme des convois et de la sécurité maximum qui accompagne toujours la venue d'autant de chefs d'État et de gouvernement. Dans un désordre maîtrisé, la 70e Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte avec le conflit syrien au cœur des premières interventions. Outre le réchauffement des relations avec Cuba et son souhait de voir l'embargo levé, Barack Obama a été implacable sur la guerre en Syrie et l'annexion russe en Ukraine. When a dictator slaughters tens of thousands of his own people, quand un dictateur massacre des dizaines de milliers de ses propres citoyens, il ne s'agit plus d'affaires internes d'un seul pays. Cela crée des souffrances humaines d'une ampleur qui nous affecte tous. Quand un groupe terroriste décapite des otages, massacre des innocents, c'est un assaut contre toute l'humanité. Il n'y aura plus d'abri sûr pour les terroristes qui commettent de tels crimes. Au deuxième jour de cette 70e Assemblée générale, les sujets africains restaient timidement abordés, les interventions des leaders africains égrenées sur plusieurs jours. Certains chefs d'État ont simplement fait un aller-retour pour New York, comme la centrafricaine Catherine Samba-Panza, rentrée en urgence, ou encore le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Pourtant, les dossiers chauds ne manquent pas. Entre les crises politiques du Burundi, Burkina Faso ou encore cette nouvelle escalade de la violence en Centrafrique, sous l'égide du président américain, une réunion de haut niveau s'est tenue sur les violences et les extrémismes. À ce sommet, nous voyons un nouveau mouvement mondial pour contrer le genre d'extrémisme dont le groupe État islamique a besoin pour survivre. Tout comme les terroristes et les tyrans de l'histoire, le groupe État islamique finira par perdre, parce qu'il n'a rien d'autre à offrir que la souffrance et la mort. L'occasion de braquer les projecteurs sur la lutte contre Boko Haram, plaidée par le président nigérian. Toutes les options doivent être explorées et tout le monde doit mettre la main à la pâte dans la quête pour une solution durable à la menace que posent les groupes État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram et autres. Enfin, on retiendra cette tirade homophobe de Robert Mugabe. C'était lundi au pupitre de la 70e Assemblée générale. Le président zimbabwéen a choisi des mots chocs. Nous rejetons également les tentatives de prescrire de nouveaux droits qui sont contraires à nos valeurs, nos normes, nos traditions, nos croyances. Nous ne sommes pas gays. Le président zimbabwéen a une fois de plus taclé l'Occident sur sa volonté, selon lui, de vouloir imposer l'homosexualité à l'Afrique en général. Son discours aura provoqué quelques rires et des applaudissements polis de l'Assemblée, composée essentiellement de chefs d'État. Et Tatiana, une réunion sur la Centrafrique était prévue ce jeudi. Qu'est-ce qui en est ressorti ?
Alors effectivement, une réunion très importante. Le chef de la délégation centrafricaine, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que Hervé Latsou s'étaient réunis autour de la table avec tous les acteurs de cette crise. Premièrement, parler du désarmement des milices. Vous savez que la sécurité est toujours un enjeu majeur pour pouvoir tenir le fameux calendrier électoral. La ministre du Plan qui était présente a parlé d'un calendrier qui pourrait se tenir, des élections qui pourraient se tenir avant la fin de l'année. Reste que les bailleurs, notamment la Banque mondiale, a annoncé autour de la table qu'il serait prêt à débloquer les budgets à la condition qu'au 1er janvier, un gouvernement soit installé, soit un gouvernement qui ait été élu. Autre précision du ministre des Affaires étrangères centrafricain, le fait que les réfugiés, vous savez que cette crise centrafricaine a amené beaucoup de réfugiés à quitter la Centrafrique, de citoyens centrafricains à quitter la Centrafrique, ces réfugiés pourront bel et bien voter lorsque la situation sera stabilisée et que surtout les institutions politiques centrafricaines pourront travailler dans la stabilité. Merci bien Tatiana, merci pour toutes ces précisions. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir mes deux invités sur ce plateau. D'abord quelqu'un qui connaît tous les rouages de cette Assemblée générale. Il s'agit de Jean-Victor Nkolo, porte-parole du président de l'Assemblée générale de l'ONU. Bienvenue. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Et le professeur Nicolas Kazarian, chercheur associé à l'IRIS, Institut français de relations internationales et stratégiques, spécialiste de géopolitique religieuse. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Je voudrais revenir sur ce qui a marqué les travaux de l'Assemblée générale lundi. Vous l'avez entendu, du moins en ce qui concerne l'Afrique centrale. La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a dû interrompre son séjour à New York à cause de la situation chaotique à Bangui. Jean-Victor Nkolo, l'organe onusien que vous représentez, est-il inquiet que les troubles en RCA pourraient encore une fois retarder les élections dans ce pays ? Évidemment, tous les pays membres des Nations Unies, de l'Assemblée générale, sont inquiets quand l'un des membres de la famille des nations est affecté par un conflit qui peut, à terme, s'il n'est pas géré, aboutir, sinon à l'extinction, du moins à la transformation d'un État en un État voyou. On l'a vu en Somalie pendant longtemps où le siège de la Somalie n'était pas occupé. Donc l'inquiétude est là, elle est certaine, même si l'Assemblée générale des Nations unies n'est pas l'organe qui est responsable de la paix et de la sécurité internationale, ce qui revient au Conseil de sécurité. Pendant toute la 69e session au cours de laquelle j'ai servi en tant que porte-parole, effectivement, la Centrafrique, comme d'autres pays africains, est revenue, n'est-ce pas, au devant de l'actualité. Et je pense que les États membres ont discuté très profondément et très sérieusement des solutions. Et c'est bien, c'est heureux de savoir que Mme Samba-Panza, la présidente de transition, a été très impliquée dans ces négociations. Oui, évidemment, on le comprend, vous représentez l'Assemblée générale, pas le Conseil de sécurité. Mais en même temps, l'ONU veut des élections d'ici fin 2015. Manifestement, ça ne va pas se passer. Il ne faut pas se leurrer, comme on dit. Vous savez, des délais ont souvent été soumis à des pays qui sont en difficulté. Il appartient maintenant non seulement aux leaders politiques de ces pays-là de relever leurs défis, mais aussi à la communauté internationale de remplir ses promesses. Une élection n'est pas une chose simple, mais elle peut être simplifiée par un engagement politique qui n'est pas seulement à être renouvelé, mais qui doit être tenu. Le fichier électoral n'est pas prêt, on l'a compris, même le Premier ministre Mahamat Kamoun l'a dit. Et donc, il faut prévoir ces élections-là peut-être l'année prochaine ? Je pense que le bureau des Nations Unies en Centrafrique, la mission spéciale sous la férule de M. Parfait Onanga, qui est le représentant spécial, et les divers acteurs centrafricains vont devoir gérer cette question. Il y a effectivement des questions de délai, il y a des questions de budget, il y a des questions opérationnelles. Et l'ONU a une division des affaires électorales qui est suffisamment bien équipée maintenant avec une grosse expérience en Afrique pour pouvoir gérer cela. Nicolas Kazarian, brièvement, y a-t-il des craintes d'un retour des violences intercommunautaires en République centrafricaine ? Aujourd'hui, très généralement sur la question, le fait religieux interroge sur la capacité à produire de la violence. On attend notamment des leaders religieux de déployer un message de paix. Et très certainement, la responsabilité aujourd'hui des responsables religieux est d'être capable de déminer les fondamentalismes et
en déminant les fondamentalismes, de créer un dialogue à l'intérieur d'une société qui sera forcément nécessaire pour l'émergence d'un exercice démocratique, notamment dans la perspective d'une élection. Pour revenir à l'Afrique des Grands Lacs, il y a eu une réunion, si je ne m'abuse, mardi, en marge de l'Assemblée générale, donc pour discuter de l'application de l'accord cadre de 2013 pour une paix durable dans la région, un accord fragilisé par la multiplication des crises et la menace que posent les groupes armés dans la région. Y a-t-il eu du concret lors de cette réunion Jean-Victor? C'est une question très importante, d'autant que le président de la session qui vient de se terminer, la 69e session, le président Sam Kutesa, est ougandais et ministre des Affaires étrangères de son pays. Donc un pays qui est très impliqué dans cette question et qui voudrait voir une solution. La crise des Grands Lacs n'est pas nouvelle. Et l'Assemblée discute effectivement de ce qui peut être fait. Une fois de plus, il appartient au Conseil de sécurité de pousser les uns ou les autres à tenir leurs engagements. L'ONU est présente dans les Grands Lacs depuis presque un demi-siècle déjà, il faut le rappeler. Mais il faut aussi rappeler ici que l'ONU n'a pas toujours toutes les solutions à un conflit. Dans une famille, dans une communauté, dans une sous-région, ce sont les tenants du conflit qui en réalité ont la solution. Et l'ONU ne pourra garder une paix et appliquer les accords consentis que quand les parties prenantes à ce conflit auront fait le nécessaire dans un premier temps. Autre situation préoccupante, après le putsch raté au Burkina Faso et le démantèlement de la garde prétorienne, connue comme le régiment de sécurité présidentielle, l'armée burkinabé demeure divisée. Comment l'Assemblée générale aborde-t-elle cette crise, Jean-Victor ? D'abord, nous avons constaté que le président de transition, M. Kafando, qui, soit dit en passant, est un ancien ambassadeur, ancien représentant permanent de son pays auprès des Nations Unies à New York, n'est pas venu. Et chaque fois qu'un président africain ne se présente pas à l'Assemblée générale, on a l'impression qu'il y a comme la confirmation d'une fragilité. On ne peut pas voyager parce qu'on a peur de ce qui se passerait. Or, dans le cas d'espèce, au Burkina Faso, il y a eu en pleine session pratiquement dans la deuxième moitié de septembre, donc cette tentative de coup d'État qui a donc empêché sa participation. L'Assemblée prend note, mais je crois que le Conseil de sécurité a publié des déclarations très fortes sur la question et on peut constater avec bonheur que la crise a été, en tout cas pour le moment, résorbée assez rapidement, sans effusion de sang. C'était très important. L'image du jour lundi, c'était la poignée de main entre les présidents Obama et Poutine, mais deux leaders diamétralement opposés sur le rôle du président syrien Bachar al-Assad dans le cadre d'une sortie de crise en Syrie. Était-ce une occasion ratée pour ces deux hommes de trouver un accord, Nicolas Kazarian ? Très certainement, le contexte des Nations Unies et de l'Assemblée générale a permis à ces deux grands leaders politiques de pouvoir se rencontrer. Pour autant, l'équation géopolitique qui est extrêmement complexe puisqu'elle prend en question non seulement la Syrie, mais aussi la question de l'Ukraine, mais aussi la question de l'axe iranien dans la proximité avec Moscou. Il y a donc une équation géopolitique extrêmement complexe de laquelle finalement, la Russie sort extrêmement renforcée puisqu'il s'agit maintenant du premier pays à intervenir militairement en Syrie. La question se pose aujourd'hui de savoir si c'est pour le soutien ou non de Bachar el-Assad, mais en attendant, la Russie est en avance sur la question diplomatique. Voilà, Washington Forum est en direct de New York. N'allez nulle part ailleurs. Nous vous retrouvons après une petite pause. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble.
Jacques Aristide de retour avec vous depuis New York. Gros plan sur l'Assemblée générale de l'ONU et flashback sur la récente visite du pape aux États-Unis. Mais d'abord, les commentaires Facebook. Mavé Chisambika de Kananga, RD Congo. Comme les précédentes, cette 70e assemblée sera une fois de plus une distraction pure et simple. L'ONU et la communauté internationale viennent amplifier les crises en Afrique. Elles n'interviennent que lorsque les intérêts sont garantis. J'imagine que tout à l'heure, vous allez pouvoir répondre à ça, Jean-Victor. Autre commentaire, Fasli Mansaré de Conakry, Guinée. L'ONU doit mettre en place des mesures tant juridiques qu'économiques pour gérer les conflits dès leur phase latente. Mo Kamara de Bamako, Mali. À mon avis, cette assemblée n'apporte rien pour les Africains. C'est le même scénario de blabla. Belem Daouda de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. L'ONU n'est autre qu'une invention humaine. Quant à la visite du pape, nous devons noter que toute œuvre qui concourt à la recherche de la paix est une bonne chose. Pas mal de critiques, Jean-Victor. Donc, réponse tout à l'heure. Oui. On va y revenir certainement. Alors, comme promis, retour sur le voyage du pape François aux États-Unis avec un arrêt à New York où le souverain pontife s'est rendu au siège de l'ONU vendredi dernier. Il est le 4e pape à prendre la parole à cette tribune, après Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. François en a profité pour appeler les États à bâtir un ordre économique mondial juste et à s'attaquer aux causes de l'exclusion et de la pollution de la terre. C'était avant qu'il ne se rende à Philadelphie, en Pennsylvanie, où il a célébré une messe géante axée sur la liberté religieuse et la famille. Le pape François qui effectuera son premier périple africain du 25 au 30 novembre prochain au Kenya, en Ouganda et en République centrafricaine. Les attentes sont déjà énormes, comme vous allez le voir dans ce reportage que j'ai réalisé à Philadelphie. Le trajet est simple en temps normal, mais avec un pape en ville, aller à la rencontre de François Moudessa était un véritable parcours du combattant. Ce Congolais de 32 ans s'est installé en 2009 à Yeadon, petite bourgade tout juste en dehors de la ville de Philadelphie. Kim, son épouse, jamaïcaine de 31 ans, et vendeuse, Ryan, 4 ans, et Francis, 1 an et demi, sont les fruits de leur union. Les valeurs familiales, si chères au pape François, sont tout aussi importantes pour l'entrepreneur François. La famille, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment avec sérieux. Et puis, chaque personne, surtout moi en tant que père de famille, je veux ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Comme à Washington et à New York, des foules gigantesques s'étaient massées le long des grandes artères de Philadelphie pour acclamer le souverain pontife au passage de la Papamobile dans une ville quadrillée par les forces de l'ordre. Son franc-parler attire, migrants, abus sexuels, divorcés, remariés, diplomatie. Les sujets sont divers et tabous. À l'image de François Moudessa, beaucoup d'Africains attendent ce pape du peuple sur les mots africains. Dans votre pays, le débat fait rage sur la question du 3e mandat. Kabila partira, partira pas. Le pape sera en Afrique en novembre. Doit-il intervenir sur de telles questions ou doit-il rester totalement apolitique ? Si jamais il y a des troubles, peut-être que l'Église pourrait intervenir juste pour conseiller, quoi. Et la question qui revient sur le tapis, le chef de l'Église catholique doit-il dissuader certains dirigeants africains de s'accrocher au pouvoir ? Ces problèmes-là sont des débats politiques. Ici, le Vatican s'est déjà exprimé en disant qu'il ne prend pas parti. Mais qu'ils le pensent est une chose, qu'ils le disent en est une autre. Pour leur part, les évêques africains ne veulent pas non plus dicter au pape quoi dire lors de sa prochaine tournée. C'est à lui de choisir. Mais à ce que je sache, le pape François n'est pas un homme qui polémique. C'est plutôt un homme qui dialogue. Quant aux dirigeants de l'Église en Occident, ils sont bien conscients de l'importance de l'Afrique, le continent qui connaît la plus forte croissance de catholiques. En 2050, leur nombre devait y atteindre 323 millions. L'évêque américain Christopher Coyne a une idée du message que le Saint-Père délivrera en Afrique. Je pense qu'il va porter un message de solidarité. L'Église en Afrique constitue une partie vitale de ce que nous sommes. Nous voulons que le génie des peuples africains et
leur culture prospère au sein de notre Église. Même loin de leur pays et du continent, de nombreux membres de la diaspora africaine sont remplis d'espoir. Ce pape, d'après eux, a tout pour aider à enrayer les plaies de l'Afrique. Et voilà un reportage réalisé à Philadelphie. Je dois dire que les mesures de sécurité étaient infernales. Je sais qu'on parle du pape, mais c'était vraiment infernal. Et nous retrouvons nos invités, Jean-Victor Nkolo, porte-parole du président de l'Assemblée générale de l'ONU, et le professeur Nicolas Kazarian, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de géopolitique religieuse. Nous parlions du chaos en Centrafrique tout à l'heure. La RCA qui fait partie de l'itinéraire du pape, et d'ailleurs on espère que ça va se faire finalement avec tout ce qui se passe là-bas. Nicolas Kazarian, c'est un pays meurtri par la guerre. Concrètement, que peut faire le pape? Écoutez, le pape François a montré qu'il est capable d'apporter avec lui un éclairage particulier, non seulement par rapport à l'opinion publique mondiale, mais un éclairage de paix, une lecture de paix. Et il l'a bien montré ici aux États-Unis, il l'a répété d'ailleurs plusieurs fois, que ce soit au Congrès, à l'ONU et à Philadelphie. Il est un homme de dialogue, il est un homme de médiation et très certainement c'est ce qu'il sera capable de porter et c'est l'outil qu'il va proposer dans ces situations de crise. Et faire prévaloir la paix à travers le monde, c'est ce que veut l'ONU. Alors maintenant, ce qui concerne le pape Jean-Victor, pensez-vous que ce pape, qui est très populaire, possède ce qu'il faut pour contribuer à cette paix, notamment sur le continent africain? Le pape, oui, et les autres leaders des autres confessions religieuses, pourquoi pas? Il faut d'ailleurs rappeler, et je profite de cette occasion pour peut-être répondre rapidement par la même occasion aux critiques négatives, qui sont parfois justifiées, parce que l'ONU, c'est loin d'être la perfection, bien évidemment. Mais l'ONU, ce n'est pas toujours que des échecs ou des difficultés. Si on prend le rôle du Vatican dans la guerre du Mozambique, où l'ONU a fini par avoir une mission de la paix qui a réussi, qui a organisé l'élection, c'est parce que la communauté Sant'Egidio a permis à la Renamo et au Frélimo de négocier une paix. Voilà un pays qui a été meurtri par une guerre brutale, terrible, une guerre civile incroyable de cette ancienne colonie portugaise. Et le Mozambique est passé d'une période de guerre civile terrible à un pays sous le mandat d'une mission de maintien de la paix. Finalement, des élections ont eu lieu. Il y a eu le président Chissano. Et depuis le président Chissano, il y a maintenant eu deux autres présidents. Le président Guebuza, puis maintenant le président Nyusi. Donc, quelque part, non seulement les églises, l'église catholique dans le cas présent, le Vatican ou d'autres religions, confessions, peuvent, avec les Nations Unies, avec la société civile, contribuer à la paix. Donc le Mozambique est un bon exemple. Un autre exemple, pour montrer qu'il ne faut pas toujours être pessimiste, quand il y a exactement 1 an et 15 jours, j'ai commencé mon mandat comme porte-parole de la 69e session, eh bien nous avons été très touchés par la question de la crise de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, l'Assemblée générale, en collusion et en coordination avec le Conseil de sécurité, a adopté une résolution pour établir une mission, non pas pour le maintien de la paix, mais pour une crise sanitaire, une crise de santé publique majeure, qui n'avait pas de frontières. C'était pour arrêter la pandémie Ebola. Et voilà un succès des Nations Unies, mais aussi un succès surtout, je dirais, des hommes et des femmes, les Libériens, les Sierra-Léonais, et les autres dans la sous-région qui sont allés au front de cette pandémie. Mais les critiques que vous avez entendues tout à l'heure, ça ne vient pas seulement de nos Facebookers. Il y a des chefs d'État également, des chefs d'État et de gouvernement qui disent que oui, chaque année on se réunit, eux-mêmes ils disent c'est beaucoup de blabla et peu de décisions. Alors, vous répondez quoi à ça? Encore faut-il toujours rappeler que c'est mieux beaucoup de blabla que beaucoup de boum-boum. Comme on dit enfin en anglais, on est d'accord. Jojo, talk au lieu de faire la guerre. Je pense que parler n'est pas une mauvaise chose. L'Assemblée générale, c'est l'organe principal de délibération, de discussion dans toute la famille des nations. Et ce n'est pas seulement pour la guerre. Quand il faut par exemple établir des lignes aériennes ou une réglementation internationale qui ne connaît pas de frontières, eh bien l'Assemblée générale est le lieu, avec toutes ses commissions, avec tous ses organes, y compris sur la question des droits de l'homme ou sur les réfugiés, où la famille des nations doit venir s'entendre. Donc ces chefs d'État, on peut comprendre leur frustration.
mais il n'y a pas d'autre organe international qui ait la délibération et la capacité de pouvoir répondre à des conflits qu'un seul État ou un groupe d'États ne pourrait résoudre tout seul. Nicolas, en parlant de la paix, l'Afrique est confrontée à la menace terroriste, donc Boko Haram. De quelle façon le danger terroriste est-il abordé en ce moment par la communauté internationale? Est-ce qu'on est en train de faire suffisamment? Alors, il y a énormément de conférences qui sont organisées, que ce soit aux États-Unis ou en France. Si je ne m'abuse, début septembre, j'allais dire le pape, mais non, le président Hollande avait convoqué une conférence internationale sur la question du terrorisme et à l'égard notamment des minorités. Il y a vraiment un intérêt de la part des puissances politiques d'aujourd'hui comprendre comment est-ce que le terrorisme se lie aux faits religieux et la manière dont le fait religieux cristallise. Justement, vous me tendez la perche. Comment combattre ces groupes qui utilisent la religion pour tuer des innocents et propager leur message de haine, comme le fait notamment le groupe État islamique? Eh bien, écoutez, la manière dont le pape François, par exemple, se déplace comme un acteur religieux, puisqu'il n'est pas uniquement le chef du Saint-Siège, il est en même temps le chef de l'Église catholique. Et la manière dont il aborde son propre pontificat, à savoir justement que le religieux est une capacité de mettre en relation et non pas de créer des limites. Cette mise en relation, cette médiation, cette capacité de dialogue, c'est bien un paradigme qui doit aujourd'hui forger l'ensemble des religions dans leur capacité à produire de la paix. En même temps, il y a ce débat qui date depuis très longtemps, la politique et la laïcité, etc. Est-ce que tous ces gens peuvent travailler ensemble pour combattre ces maux? Alors, il faut comprendre bien exactement de quoi on parle lorsqu'il s'agit de laïcité. En fait, la laïcité, très globalement, n'est pas celle de la France, c'est le rapport du religieux au politique. Il faut accepter que les pays aient des relations différentes entre le politique et le religieux. Pour autant, le fondamentalisme doit être combattu. Le temps passe très vite, malheureusement. Il y a eu un sommet antiterroriste mardi, n'est-ce pas, en marge de l'Assemblée générale. Vous savez, Jean-Victor, ce qui en est ressorti? D'abord, il faut dire que ce sommet qui s'est penché sur cette question est une très bonne nouvelle en soi. Parce que du terrorisme, il faut en parler. C'est une véritable pandémie qui ne menace pas seulement un groupe de pays, mais qui est véritablement maintenant un très grand enjeu planétaire. Je crois qu'il faut d'abord commencer par féliciter, par exemple, si on prend le cas de l'Afrique, les pays de la sous-région, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun et le Bénin, tous ces pays qui se sont associés, qui acceptent de parler, de discuter pour combattre un fléau, un mal terrible. Des gens qui maintenant mettent des bombes autour de petites filles ou de jeunes gens pour aller se faire éclater dans des marchés. Et je crois que l'ONU est précisément le lieu pour discuter de ça. Il faut non seulement combattre, comme le fait si bien le Cameroun, comme le fait si bien le Nigeria et les autres. Ce n'est pas un combat facile, comme le fait si bien le Tchad. Il faut non seulement combattre le mal, mais aussi il faut peut-être s'adresser aux racines du problème. Nicolas, on parlait d'images fortes tout à l'heure. Et absolument, je dois mentionner cela. Le drapeau de la Palestine qui flotte désormais au siège de l'ONU. Est-ce que la communauté internationale doit se mobiliser davantage sur ce conflit? Parce qu'en fait, à l'Assemblée générale, on n'entendait pas beaucoup de ce conflit. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui une question palestinienne qui continue à perdurer et qui continue aussi à visser les relations régionales au Proche-Orient. Pour en revenir au pape, par exemple, ça fait partie des grands différends avec Barack Obama, où le Vatican reconnaît la Palestine, alors que Barack Obama n'est vraisemblablement pas en faveur. Et voilà, je vous remercie. Ça passe trop vite. Très vite. Il nous faudra plus de temps. Je reviendrai à New York que pour ça. Voilà, je remercie mes invités. Jean-Victor Nkolo, porte-parole du président de l'Assemblée générale de l'ONU, et le chercheur Nicolas Kazarian. Merci à l'équipe de New York qui nous a accueillis cette semaine. Bob Leveroni, Czech Fokuchi, Michael Lamon et Cameron et bien d'autres encore. Sans oublier nos collègues de Washington, Jean-Michel Mathurin, Linda Ring, Michel Joseph et toute l'équipe. C'était Jacques Aristide à New York, en fait, je dois dire. Rendez-vous la semaine prochaine à Washington. En attendant, take care.